Eh ben, on va redémarrer. Bon, c'est la deuxième partie du colloque. Donc pour une deuxième ronde plutôt de conférence intitulée Architecture et vulnérabilité. Donc on peut dire qu'il y a une double question pour cette séance de conférence, à la fois de quelle vulnérabilité on parle, et aussi comment l'architecture peut prendre en charge ou répondre de ces nouvelles formes de vulnérabilité. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais ces deux termes, architecture et vulnérabilité, sont mis au pluriel. Et ça compte de les garder, de les mettre au pluriel. Et ça nous rappelle aussi qu'il n'y aura pas une bonne façon de faire, une seule solution à trouver. Mais au contraire, c'est ouvrir un chantier de réflexion. Et donc, nos deux conférenciers cet après-midi ont proposé de se mettre au travail de ces doubles questions depuis deux territoires particuliers. D'abord, le territoire de la santé, le territoire de l'hôpital et de la santé, et ensuite des territoires littoraux. Donc, on va d'abord donner la parole à Philippe Villien, donc, qui est architecte urbaniste, docteur en architecture et enseignant à l'ENSA Belleville. Et donc, il propose une intervention intitulée « Les hôpitaux, lieu de ressources pour le prendre soin ». Pardon. C'est à vous. On lance le chronomètre. Parce que comme j'ai tendance à être trop bavard, il n'y a qu'une méthode, c'est que je lise un texte pour que je reste dans les clous. Donc, pour le meilleur et pour le pire, ça a quelques vicissitudes de lire, mais au moins, vous me subirez moins longtemps. Donc, les hôpitaux, lieu de ressources pour le prendre soin. Bien, bien, bien. Le domaine de compétences que j'apporte ici dans la vision du prendre soin est celui de la santé, et en particulier celui sur le monde hospitalier et son urbanisme hospitalier. Sur cette focale large du territoire et du prendre soin, j'ai choisi aujourd'hui de décliner deux ensembles articulés par les mots-clés suivants. Les trajectoires des sites hospitaliers dans le territoire, les trajectoires des sites hospitaliers, afin d'en saisir la mesure, l'ampleur et afin d'étalonner leur contribution à un prendre soin général anti-crise. Et le couple thématique prendre soin et risque. Trajectoire, prendre soin et risque, appliqué aux sites hospitaliers. Pour la partie prendre soin et risque, je m'attacherai surtout à camper une position développée à partir de la conférence donnée, on gagne du temps, trajectoire des sites hospitaliers. Je commencerai par esquisser quelques évolutions de sites hospitaliers en recourant à des cas sur lesquels j'ai travaillé. Qu'est-ce qu'une trajectoire de site ? Un site identifié dans le territoire évolue depuis une situation sauvage, naturelle, puis agricole ou sylvicole, vers une occupation bâtie urbaine, de faubourg ou périurbaine. Le site hospitalier évolue aussi en général selon cette dynamique. Pour les hôpitaux, nous pouvons dire qu'ils vont vers un système de plus en plus dense, mais également de plus en plus fluide, dans lequel le paysage a de plus en plus d'importance. Cette hypothèse générale est celle de mon doctorat sur les aménagements des hôpitaux. Une trajectoire de site, une grande diversité de situations. Voici quelques illustrations de plans masse d'hôpitaux pour initialiser votre regard sur ces territoires. À la même échelle, voici 10 hôpitaux qui donc représentent très très bien déjà cette différence de taille qui est vraiment très importante pour pouvoir les qualifier. Et en même temps, ils ont toujours leur unité. Quelques hôpitaux, pour essayer de voir un peu. Donc c'est des plans masse de différents hôpitaux sur lesquels on a pu travailler depuis une vingtaine d'années. Donc c'est des territoires, des domaines qui sont inscrits comme ça dans leur milieu. Je pose petit à petit quelques jalons de vocabulaire. Donc, une grande diversité, comme vous le voyez, et même au sein d'une même ville, comme là, ces 3 hôpitaux de Marseille, qui sont là représentés à la même échelle. Donc, on va prendre, pour être un peu moins dans une course, 2 grands sites hospitalier à Marseille, sur lequel on travaille depuis 2 ans. Vous savez bien, j'ai commencé avec le Covid, je suis devenu Marseillais, 4 sites étudiés, comme ça
pour pas prendre le Covid, c'est ce qu'il y a de mieux. Vous allez tous les 15 jours dans les hôpitaux. Et donc, à Marseille, nous allons visualiser 2 emplacements surtout, majeurs pour l'APHM, l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille, celui de la Timone, qui est dans le centre-ville, et l'hôpital Nord, qui est, comme vous le savez, dans les quartiers nord. Et quand on visualise, la Timone, l'hôpital du professeur très connu de l'IHU, qui est en bas à droite de la photo. On est parti d'un hôpital qui était un hôpital psychiatrique, mi-19e, avec, vous voyez, le seul bâtiment qui reste, qui fait la jonction entre les 2 photos. On aboutit à un hôpital ultra dense, peut-être le plus dense de France, avec 300 000 mètres carrés sur 15 hectares, en pleine ville. Donc cet emplacement hospitalier, en fait double, parce qu'il y a en réalité la Timone et l'autre hôpital plus petit qui s'appelle la Conception, et qui, sur un cadrage d'à peu près 1400 mètres par 700 mètres, là, montre que c'est des monstres au sein de la ville et qui structurent en quelque sorte leur territoire, même dans des situations comme ça absolument extrêmes. Et donc l'idée, c'est de faire de l'urbanisme hospitalier dans ces sites extrêmes, et de le faire avec une idée du prendre soin. Alors, j'ai des images qui permettent aux médecins en général de réfléchir un peu. On leur restitue une dynamique de leur site sur, par exemple, à 110 ans, qui permettent de comprendre comment se constituent ce devant quoi ils sont, ce à quoi ils sont confrontés, cette extrême densité d'un site hospitalier contemporain, un CHU, hein, donc les lieux hospitalo-universitaires. Donc ce n'est compréhensible que dans une trajectoire dans laquelle se mêle l'addition de pas mal de types de bâtiments et de succession de manières de soigner, de prendre soin des différentes générations d'humains. Et donc, c'est comme ça qu'on peut passer en 110 ans de la gauche à la droite, d'un modèle à un assemblage, à une stratification. Donc, voilà, pour vous faire un peu rentrer dans cette... Et on dresse la trajectoire de ce qui est bâtimentaire, mais aussi ce qui est les jardins, ce qui étaient les jardins, ou ce qui étaient souvent aussi des morceaux d'agriculture qui faisaient vivre parfois les malades pendant les périodes de crise ou de guerre. Donc et sur l'hôpital Nord, donc, qui est plus récent, qui est le premier hôpital moderne, on va dire, d'une grande ville contemporaine, et qui a servi de modèle après. C'est une grande barre qui se voit beaucoup de l'autoroute et qui est venue d'un seul coup sur un territoire qui était encore agricole. Donc là, on a une trajectoire qui est complètement différente. Et petit à petit, on voit avec les différents bleus une succession de types hospitaliers, de manières de soigner qui s'assemblent et qui fabriquent cette complexité des sites hospitaliers. Et il faut projeter, tout ça c'est pas des analyses pour des analyses, c'est des analyses en vue de proposer quelque chose, un horizon, une sorte d'avenir partagé, partageable avec les médecins, les gestionnaires et les tutelles. Et donc tout ça se fait aussi, pour mémoire, avec ce qu'il y a autour, c'est-à-dire par exemple pour les hôpitaux, l'hôpital Nord, ces énormes plaques du soin, c'est l'hôpital psychiatrique, Édouard Toulouse, le campus aussi de médecine qu'il y a au sud. Donc en fait on se retrouve avec des entités urbaines comme ça extrêmement vastes qui sont une sorte d'impensé souvent de l'urbanisme contemporain. Et donc à partir de cette sorte d'impensé, il faut faire projet et donc et puis avoir de la théorie, hein, quelque chose. Et donc cette idée de densité, il faut tourner autour pour essayer de l'apprécier, la mâchonner et voir si c'est mal ou si c'est bien. Qu'est-ce qu'on va en faire? Ma perspective, c'est plutôt une perspective de projet et de comprendre face à cette densité qui est là, qui est le résultat de nombreuses décennies, comment on va pouvoir en tirer parti finalement.
Donc c'est là qu'on peut la qualifier, comme on le fait maintenant, de ressource. Une ressource finie, quand même. La densité hospitalière, donc c'est un aboutissement. Ça, c'est effectivement une première chose importante. Jusqu'à quelle densité on peut imaginer monter dans un site hospitalier central? Actuellement, on peut affirmer sans risque que les hôpitaux n'ont jamais été aussi denses. Quand on pérennise un site important démoli pour faire de la place, mais ce que l'on reconstruit est plus dense qu'avant, plus haut et plus épais. Il ne faut pas confondre nombre de lits et places et volume construit, tout édifice confondu. Les nouveaux bâtiments de médecine, chirurgie obstétrique génèrent entre 110 et 120 mètres carrés par lit. Pour une capacité de 1000 lits, ça nous donne 120 000 mètres carrés, ce qui représente par exemple une grosse tour de la Défense. 120 000 mètres carrés à construire, souvent en quelques années. Donc 1000 lits, pour donner un premier ordre de grandeur. L'AP-HM, par exemple, les hôpitaux de Marseille gèrent plusieurs millions de mètres carrés de plancher. Donc ils sont évidemment forcément un peu débordés. Et donc cet aboutissement de la densité, voilà, c'est ça, je pense qu'il faut que là, c'est une autre trajectoire, c'est celle de l'hôpital de Chambéry, où sur vous voyez, de plusieurs siècles, on change de type bâtimentaire, d'occupation dans la parcelle, dans le domaine, et on va vers cette espèce d'assomption d'une densité qui a jamais été imaginée et qui est comme une sorte qui advient en quelque sorte au fil des types hospitaliers avec l'hôpital compact à patio. Ce que vous voyez là en bas à droite, c'est un exemple de ce qu'on peut appeler aussi la gaufre, ou ces bâtiments très très denses qui sont pour le moment les bâtiments qui remplacent les bâtiments des années 60-70 depuis une vingtaine d'années dans nos grands sites hospitaliers et qui ont une densité inégalée. On pourrait appeler ça le grand remplacement dans les CHU actuels des immeubles de grande hauteur, des IGH, où la plupart sont en train d'être démolis, remplacés phase par phase. Je pense à celui de Reims qui est à gauche, ou celui de Caen qui est à droite, qui étaient des grands symboles parce qu'ils dominaient leur territoire, et celui de Caen notamment. Donc le grand remplacement des JGH, un type de densité très verticale par une densité beaucoup plus épaisse et labyrinthique. Donc des hôpitaux plus fluides et plus denses, devenant des ressources. Hypothèse de travail. Le tout, quand même, là je ne vais pas le développer cet aspect-là, le dense et le fluide, hein, c'est un autre aspect, hein. Mais là bon, c'est ce que j'ai plutôt essayé de tendre les perches dans ces 2 jours par rapport à la question du vivant, et de m'interroger comment était possible finalement le fait que cette densité advienne, et en dézoomant un tout petit peu, on comprend que au fil des projets, c'est le paysage et c'est le milieu qu'il y a autour de ces densités qui les rend possibles. Même si c'est une chose qui n'a pas forcément été consciemment désirée ou qui est parfois un peu fantomatique au détour d'un concours d'architecture. Donc cette idée, d'ailleurs j'emploie un peu de manière un peu équivalente paysage, milieu, là pour simplifier. Donc c'est des grands sites qui peuvent être très minéralisés à cause des stationnements, un peu comme dans cette image du film de l'enfant, du garçon et le monde, là, qui est très beau, et qui construit cette opposition entre un monde extrêmement minéralisé à cause de sa taille des bâtiments et de ses stationnements et de ses contraintes de cours, etc. Et en même temps un désir, une volonté de refaire revenir la question de la nature, pour simplifier. Et donc les conceptions des hôpitaux tiennent de plus en plus compte de ça. En tout cas, moi, c'est ce qu'on essaye de construire. On fait des jardins, on fait des parcs et on fait comprendre que c'est absolument essentiel pour soigner que le futur hôpital pédiatrique de Marseille soit accompagné d'un très grand jardin devant et qui soit livré en même temps. C'est un combat de tous les jours, mais c'est un combat qu'on va peut-être gagner. Et donc l'idée comme ça tout d'un coup, de réinstaller ce rapport assez complexe d'un milieu avec du vivant, avec des énormes machine à guérir, peut-être. Et donc l'hôpital de Tours, par exemple, qui était inspiré
dans sa position. Pour caler un labyrinthe, il faut le référencer à quelque chose. Et donc ça peut être ces questions de paysage, qui peuvent être parfois très anciennes. Ah, c'est bien, je vais gagner du temps, j'ai sauté plein de textes. Hop. Et donc, cette question du paysage, il faut la construire comme tous les paysagistes, concepteurs de lieux avec du vivant, avec des matrices qui génèrent des thématiques qui sont déclinables en fonction d'usages extrêmement prosaïques. Parcours sportif, jardin partagé, pôle personnel, des questions d'évaporer un peu pour qu'il fasse moins chaud l'été, etc. Donc ça, c'est des choses qui s'installent petit à petit dans ces grands domaines hospitaliers, bien avant que ça puisse encore advenir dans la ville dense qu'on réhabilite petit à petit. Parce que là, on a des renouvellements beaucoup plus rapides. Donc ça constitue donc une sorte de laboratoire finalement de pas mal de procédures de projets qui sont un peu à droite, à gauche, mais qui sont rarement réunies dans des grandes occasions où on dépense parfois jusqu'à 1 milliard d'euros en une opération. C'est le CHU de Nancy, bientôt là. Ou, mettons même 500 millions, Saint-Malo. Donc en fait, quand est-ce qu'on a 500 millions à mettre dans un projet qui va durer peut-être 10 ans, mais qui soit complet, avec du prendre soin des personnes et du reste, comme la perspective de ce matin commence à l'esquisser. Donc ça s'applique à tous les cas, y compris des cas comme ça très historiques, comme l'hôpital de Tony Garnier à Lyon, qui se renouvelle par le centre, tant bien que mal, avec des complicités cas 1, cas entre architectes, paysagistes. Nous, on a fait le paysagiste, on a essayé de faire que ça devienne un peu plus, les voitures s'en aillent et on retrouve quelque chose qui soit plus proche d'aider parfois des gens qui viennent visiter un malade. Et donc, voilà, donc il faut faire des jardins pour des gens des aidants et des soignants. Donc, on passe à cette question du risque. Pour pouvoir, une fois qu'on a constaté en gros cet univers, qu'on y est plongé, il faut quand même avoir une sorte de vision large, un peu théorique, pour pouvoir réarticuler toutes ces échelles, toutes ces questions qui sont très sectorielles. Et donc, à partir de ça, c'est clair que moi je pars de la question écologique, hein, c'est un point de départ, et je vais vers cette idée qu'il y a une intuition que peut-être ces gros hôpitaux vont nous être très utiles. Mais à quoi? Là, la littérature, la culture écologique, le savoir écologique nous sert. Et donc, je voulais juste là, parce que c'est un peu l'occasion, mettre en place un désordre de grandeur qui soit ceux de la santé, de la vie et de la mort, et des lieux hospitaliers, et à 2 échelles. Donc, des ordres de grandeur, comme on dit. Et pour qu'on puisse commencer à approcher ce problème qui, pour moi, est complètement hors norme. Et donc, je me sers des courbes que vous connaissez, des courbes du livre de Limite à la croissance du Club de Rome, Meadows, qui sont très, très frappantes. Hein. Donc, ces courbes, vous voyez, quand on tape, qui ont été beaucoup, comment dire, beaucoup utilisées, lues, elles disent des choses à l'échelle mondiale. Pour le moment, elles restent non invalidées. Elles sont toujours opérantes. Hein. C'est pas combien 7 scénarios, dont 6 qui nous mènent à l'effondrement, hein, je crois, de mémoire. Donc l'idée, c'est que là, j'ai eu la curiosité de mesurer un peu qu'est-ce que c'était que la disparition, la réduction de 3 milliards de personnes à l'échelle nationale, à l'échelle mondiale. 3 milliards, c'est ce que représente la courbe rouge entre 2025 et 2100, en 75 ans. Donc ça fait un rythme annuel de 40 millions de morts. Donc c'est 40 millions de diminution de la population. Forcément, quelque part, c'est pas scientifique ce que je suis en train de faire, mais c'est à peu près ce qui s'est passé entre ma naissance et maintenant. Hein. Quand je suis né, il y avait 3,5 milliards d'habitants. Maintenant, il y en a 7. Donc les jeunes ici, les gens, ils vont vivre l'inverse. Donc, ces 3,5 milliards de personnes qui vont disparaître, comment on va faire?
pour qu'elles disparaissent dans des bonnes conditions, les moins mauvaises conditions possibles. J'avoue que là, je force un peu. Donc, je viens à des choses qu'on connaît tous. C'est assez amusant. J'ai collectionné, si on peut dire, de manière maniaque, des copies d'écran depuis mars 2020. Et maintenant, j'y vais moins souvent. Aller m'abreuver à ces graphiques. Et donc, au tout début, vous voyez, le 3 mars, un peu avant qu'on soit confiné le 17 mars, il n'y avait que 3000 décès au premier mois, si on peut dire, mois N+1. 3000 décès, ça ressemblait à ça, la carte John Hopkins. Et puis, quand hier, j'ai fait le test en me disant, il vaut mieux actualiser mes données. C'est juste 5 200 000 personnes qui sont officiellement mortes. On peut largement doubler, mais ça, chacun fait ce qu'il veut après. On est d'ordre de grandeur, c'est 10 millions. 10 millions pour 2 ans, ça fait 5 millions par an. Et juste avant, Meadows, il nous parle de 40 millions par an, tous les ans, pendant 75 ans. Donc, comment est-ce que je relie intellectuellement ces deux ordres de grandeur? 40 millions d'un côté, dans la courbe de Meadows, et une paire de millions, si on peut dire, pour notre chose qu'on comprend très très bien, ce que ça a mis comme bazar, est-ce que c'est déjà ces 2,5 millions de morts officielles pour une seule maladie. Donc, à partir de ça, ça commence à mettre en place des ordres de grandeur où on sent qu'on est de 1 à 10 ou de 1 à 20 et que ça justifie, on va dire, ces dessins, les vagues, ces dessins-là. Ça les rend plus compréhensibles. Les ordres de grandeur ne sont même pas respectés dans les hauteurs de vagues. C'est des dessins un peu amusants, c'est pour vous dérider, parce que là, c'est un peu lourd quand même. Donc, il y a clairement cette idée qu'on a donc en face un risque difficilement articulable et dans lequel il va falloir mettre en face du lourd, du très très lourd, du très très dense, y compris dans nos théories urbaines, avec nos outils d'urbanistes, avec nos outils de citoyens. Et donc, cette idée, c'est à partir de ça de réévaluer le rôle que doivent jouer les hôpitaux centraux par rapport à ces crises qui vont arriver et qui vont être dans un ordre de grandeur qu'on commence à comprendre. Et donc, à partir de là, il faut poser un cadre. Par rapport à ces crises à venir, je renvoie sans distinguo au basculement, au bouleversement, effondrement, vous l'appelez comme vous voulez, aux transitions qui impacteront notre business as usual, qu'elles soient économiques, énergétiques, sociales ou climatiques, les catastrophes en cours, quoi. Il peut dès lors être considéré que toutes les parties d'une grande ville, d'une métropole ne se valent pas en termes de résistance face à ces crises à venir. Le territoire assemble des quartiers qui sont plus ou moins accessibles, denses et autonomes. Les hôpitaux font converger à l'évidence des qualités extrêmes pour une bonne résilience au basculement en cours et à venir. Enfin, et peut-être surtout, par leur humanité. Les hôpitaux condensent tout à la fois un lieu de naissance et de mort, de soins à l'autre, de bienveillance et d'entraide exceptionnelle. Donc, pour esquisser donc un peu un cœur de théorie, l'hôpital du risque et du prendre soin écologique, parce qu'il ne faut pas vous cacher que les hôpitaux cherchent un peu leur âme, on les aménage coup par coup, sans vision d'ensemble, en réduisant le nombre de lits depuis 20 ans, donc, et en massacrant leur personnel. Donc en gros, qu'est-ce qu'on fait avec notre hôpital public? Est-ce qu'ils sont donc une idée d'un hôpital qui serait celui du prendre soin écologique? Pour esquisser à grands traits les risques de l'hôpital contemporain, il me faut poser un cadre du prendre soin écologique global et nous dressons ainsi une toile de fond allant du risque au prendre soin. Les perspectives de la fin de cet exposé évoquent les transformations des domaines hospitaliers en cours avec les évolutions possibles pour aller vers plus de résilience par rapport aux chocs à venir. On constate que l'hôpital se transforme rapidement depuis le début du XXIe siècle. En effet, il est pris dans des crises successives, sociales, de gouvernance, économique et écologique. Ces crises sont les symptômes du développement d'une société des risques qui est désormais patente. Je vous renvoie aux ouvrages de Beck, 2001. Les domaines hospitaliers sont ainsi forcés petit à petit de poser les bases de nouveaux modèles spatiaux, et ceci impacte autant l'organisation interne architecturale que les rapports urbains avec le reste de leur territoire. Le développement et l'imbrication des risques de santé mineurs et majeurs dressent une trajectoire plutôt très sombre. Les indicateurs de santé en France
révèlent des inégalités sociales croissantes, une vulnérabilité sanitaire très forte et en hausse pour la population. La crise sanitaire actuelle contribue à révéler largement ces indicateurs inquiétants. Les classes de risque. Donc, de quel risque on parle et quel cadre on peut se donner pour essayer de se repérer et d'articuler par rapport à une sorte de typologie des risques un peu générale la manière dont actuellement les hôpitaux sont équipés pour y répondre. Donc, afin de se repérer parmi les multiples risques qui concernent l'hôpital, nous dresserons rapidement ici une typologie globale. Nous appuyons sur l'approche de Jean-Marc Cavedon de 2016, celle qui est à l'écran, qui est résumée à l'écran par ce graphique, et qui classe les réactions aux risques. Ce classement est bien utile pour résumer notre domaine très très large. Sur son diagramme corrèle, alors c'est un peu compliqué, la probabilité qu'un risque advienne avec la gravité de ses conséquences. Donc ça peut arriver plus ou moins sûrement, et ça peut être plus ou moins grave. Et on place un type de risque dans cette double tendance. Ça donne ce diagramme, et il l'a articulé avec des noms mythologiques, et qui permettent d'articuler comme ça 6 classes de risques qui sont représentés en aires conceptuelles d'inspiration mythologique, c'est-à-dire la Méduse, la Pythile, Pandore, le Cyclope, Cassandre et Damoclès. Peut-être là je vais prendre un peu les raccourcis. On va dire chaque type de risque, comme ça, peut être décliné dans l'univers hospitalier à travers leurs différents types de plans. Vous connaissez tous le plan blanc maintenant. Vous connaissez le plan Vigipirate qui répond à d'autres types. Vous ne connaissez pas le PSE qui est le plan de sécurité établissement qui se prémunit contre les attaques terroristes. Il y a des plans qui sont encore d'autres types et qui répondent à des tas de risques. Comme disait récemment le directeur de la PHM, c'était par exemple, je présentais l'idée que c'était extrêmement important que ces hôpitaux aient la place de répondre à certains risques qui ont très peu de chances d'arriver. Il disait effectivement, si l'hôpital d'Aix-en-Provence brûle, comment j'accueille 1500 malades en 2 jours? Où je le fais? Et c'est mon devoir de le prévoir. Et pourtant, donc là, on a évoqué avec lui comment on allait pouvoir glisser dans les interstices des finances de la PHM, un tel objet qui est d'accueillir en 3 jours 1500 malades, y compris des réanimations. Et ça, c'est dans l'univers de maintenant. Donc c'est assez intéressant, il y a des modèles. S'il y a des questions, je pourrais détailler. Donc l'hôpital actuellement est indéniablement organisé avec cette pensée du risque. Le pire pour les soignants serait de ne pas avoir anticipé de tels risques plus ou moins probables. Donc c'est plutôt cette approche par le risque, il y a beaucoup de répondants dans l'univers hospitalier. Les réponses à cette nouvelle culture des risques se cristallisent dans des organisations spatialisées, c'est ça où notre métier est très utile, avec des anticipations de drames de grande ampleur. Voilà, on va aller un peu plus vite. Donc, on peut donc, comment dire, énumérer des situations extrêmes qui sont en face de solutions spatialisées et qui ne sont pas du domaine du fantasme ou de dystopie sur une chaîne, une plateforme de série, mais qui sont la pure réalité de gros hôpitaux comme ceux qu'on est en train de construire à Nancy. Il y a une rue des urgences qui fait 400 mètres de long et qu'on a commencé à articuler sur la base d'un programme parce que c'était comme ça qu'on commence à tirer les leçons, notamment des questions du Covid, où on était obligé de mettre des tentes sur des parkings, et que c'était pas forcément idéal. Et donc, et c'est surtout assez long. L'armée a mis plusieurs semaines à mettre des tentes sur des parkings de Colmar, l'hôpital de Colmar, alors que ça peut se faire beaucoup plus vite. Donc, pour passer donc à maintenant remonter la pente, l'hôpital, donc, je pense établir mon hypothèse, est un territoire exemplaire pour résister à des chocs à venir. Les soignants et les gestionnaires de ces sites, mais aussi les urbanistes, les décideurs territoriaux, le grand public doivent se préparer dans tous les cas à répondre à la question « Pourquoi un mal annoncé n'aura-t-il pas été prévenu ?» Ainsi, l'ordre spatial des hôpitaux évolue rapidement depuis les années 2000 face à la société des risques, mais un autre thème apparaît comme central pour comprendre et mettre en œuvre l'aménagement de ces territoires de santé.
la question du prendre soin écologique et social. Donc, on peut rappeler ici qu'évidemment, on adhère à cette idée que le prendre soin est compris dans la double acceptation anglo-saxonne, hein, le soigner et le cure et le cure et le care, l'empathie, la bienveillance en même temps que le soin. Ce prendre soin est pratiqué dans les hôpitaux par rapport à l'intervention de ce matin. C'est bien prendre soin pratiqué et non pas juste théorique. Il porte sur des objets architecturaux hétérogènes et des vastes domaines urbains. Il est indispensable que cette notion du prendre soin soit englobante pour les personnes, les lieux de santé et l'ensemble de la biosphère. Disons l'ensemble, y compris les parties vivantes de ces sites-là. Nous pourrons faire cet englobement en nous appuyant sur les avancées pratiques et théoriques qu'a fait l'écoféminisme depuis plusieurs décennies. Joan Tronto le pose explicitement dès 1993, hein, on l'a aussi rappelé encore ce matin. Cette extension des éthiques du care à celle de l'environnement est aussi magistralement argumentée en France par Sandra Logier et Pascal Moulinier. Sur ce sujet, l'apport de Laurent Éloi est remarquable. Son livre programmatique assez récent, Et si la santé guidait le monde ? Point d'interrogation. L'espérance de vie vaut mieux que la croissance. Avance exactement dans la direction de cet exposé. L'objectif mis sur la pleine santé au lieu du plein emploi, la place de la santé dans l'ordre des priorités pour organiser les politiques publiques, autant d'horizons d'espoir vers le prendre soin écologique et social généralisé. La perspective des risques ne saurait constituer l'unique horizon. Un équilibrage du risque vers le care est clairement argumenté par Joan Tronto, justement, dans son petit ouvrage « Le risque ou le care ». Moi, je trouve ça très, très intéressant, justement, de ce rapprochement-là. Et c'est pour nous la piste essentielle, rendre possible le développement de cette perspective holistique du risque et du prendre soin entremêlés. La crise sanitaire le révèle certainement encore plus qu'auparavant. Les hôpitaux prennent soin des plus faibles, des vulnérables, dans l'entraide et, osons le dire, dans la créativité, à travers chacune de leurs prises en charge, au fil de leurs actions thérapeutiques. En cela, ces territoires se renforcent comme étant des territoires aidants et soignants. Ça, je pense que c'est structurant. Aidants et soignants. À peu près 15 millions de personnes en France sur la population. 70 millions. 15 millions peuvent être qualifiés de aidants et soignants. C'est assez troublant. Il s'agit d'un changement de vision d'ensemble dans une perspective territoriale de l'entraide. Les vastes domaines hospitaliers sont dans cette perspective absolument cruciaux, mais qu'est-ce que cela implique pour leur transformation? Dans ce prisme risque prendre soin, les hôpitaux doivent être aménagés prioritairement comme autant de lieux de ressources pour le reste du territoire. Nous pourrions dorénavant dénommer l'hôpital lieu de ressources du prendre soin, ce que j'ai proposé à Chris Younes, qu'elle a accepté. Donc, voilà, comment essayer de construire pourquoi il y a des parties du territoire qui sont des lieux de ressources. Conclusion. Ça donne trop vite? 31 minutes aussi, c'est trop longtemps. L'hôpital est impacté par la crise sanitaire actuelle, hein, c'est remarqué. Il démontre pourtant sa résilience contemporaine. Mais quelles sont les catastrophes encore plus violentes auxquelles il devra résister dans un proche avenir? Quelles crises impacteront directement les territoires de la santé? En quoi l'hôpital peut-il être un territoire exemplaire pour résister à ces chocs à venir, ceux engendrés par le changement climatique associé aux désordres sociétaux? Nous avons vu comment la société du risque et le prendre soin écologique et social forment un couple de plus en plus puissant et inspirant comme vision pour répondre aux crises à venir. Mais dans cette double perspective, l'évolution des territoires hospitaliers vers une forte entraide territoriale apparaît comme essentielle, dépassant les clivages traditionnels public-privé. L'antagonisme supposé de la logique de marché et du bien public doit être dépassé. Dans ce changement de contexte, l'hôpital du monde d'après, entre guillemets, peut être identifié en tant que territoire aidant soignant. L'hôpital pourrait évoluer et devenir lieu de ressources pour le reste du territoire. La bascule de l'architecture hospitalière engendrerait la création de lieux ressources pour le territoire en son entier, en s'engageant pleinement dans les sujets centraux du climat, des ressources finies, de l'énergie contrainte et de la préservation du vivant.
Mais de quel territoire du prendre soin écologique parlons-nous in fine, une fois engagé ce mouvement de transformation? Ce ne peut plus être celui de la construction extractiviste, dispensatrice irresponsable de ressources, que l'on sait dorénavant fini. La plupart des gros hôpitaux actuels sont un peu dans cette perspective encore. Serait-ce un territoire hospitalier vécu comme une œuvre à partager largement, pétri de culture et d'empathie, enfin inscrite dans le nouveau régime climatique? Par contraste, vis-à-vis de la construction d'un bâtiment fonctionnel en progrès sans fin, l'hôpital renaîtrait dans la perspective du prendre soin écologique, dans une création de valeurs surtout immatérielles. Merci. Merci beaucoup. Tout de suite, nous donner la parole à la salle, si vous avez des questions pour Philippe Vuillien. Oui, tout au bout. Oui. Évidemment, vous êtes en haut. Donc, bonjour, je m'appelle Adèle Guérino, je suis en Master 2 dans cette école. Et en fait, quand vous avez parlé de retisser du lien avec le vivant, vous avez présenté l'hôpital comme un objet assemblé à une sorte de paysage, de parc. Mais en fait, de la manière dont c'est présenté, j'ai eu l'impression que c'était quand même des objets un peu décontextualisés dans la ville. Que c'est un peu comme si on posait un objet, qu'autour on y associait un parc, et par contre la question de la ville autour, je ne sais pas si le lien vraiment est fait. Et je me posais la question s'il n'y avait pas plutôt moyen d'ouvrir cette influence de l'hôpital à l'entièreté de la ville, à savoir d'essayer d'arrêter justement ces gros bâtiments industrialisés où on polarise tout le monde dans un secteur de la ville. Savoir si justement la ville pourrait pas elle-même prendre soin de la santé elle-même. C'est justement pour ça que j'ai écrit et fait cette conférence, c'est pour bien faire comprendre, avec des documents à l'appui, que l'hôpital ultra-dense de recours, ces CHU, les plus hôpitaux centraux, ne peuvent pas être une chose ouverte sur la ville, comme un campus éventuellement, en tout cas comme un écoquartier ou je sais pas, parce que c'est l'endroit où on meurt, on vit, on est, c'est là où on est soigné, on veut l'être, et c'est là où les crises vont être en partie atténuées. Et ça se fait pas dans un lieu ouvert. Ça se fait dans un lieu ultra dense, ultra contrôlé et ultra complexe. C'est le lieu qui est le plus complexe pour moi de la ville dense. Et comment dire, le rêve, l'intention tout à fait généreuse que, je sais pas, l'Université 2000, où il y a eu beaucoup de dire que l'hôpital doit être ouvert sur la ville, c'est vous pouvez vous promener souvent dans les sous-sols d'un hôpital sans qu'on vous demande rien. Ça m'est souvent arrivé. Ça veut dire que c'est des lieux qui sont relativement perméables. Souvent, il y a beaucoup de sites qui sont traversés par des cheminements urbains. Mais la question, c'est qu'ils ne sont pas structurés comme ça. C'est pas ça qui va les rendre utiles pour les choses prioritaires qui vont nous arriver. Moi, ce que je souhaite proposer, c'est de remplacer la vision complètement pacifique, de dire, voilà, tous les lieux doivent être les plus perméables les uns par rapport aux autres, évidemment. Mais c'est pas ça, pour moi, l'urgence. C'est petit ce qui nous arrive par rapport à ce qui va arriver. Et les seuls lieux de recours actuellement déjà en place, et qu'il ne s'agit pas d'affaiblir en vendant petit à petit leur foncier comme fait l'État depuis plus de 20 ans, c'est de la peau de chagrin, les hôpitaux. En France, c'est une mine de foncier abandonnée à la promotion immobilière de manière tout à fait complice. Donc il y a eu énormément d'hôpitaux qui ont fermé en plein centre-ville, des morceaux d'hôpitaux vendus. Alors comment on va trouver la place de bien répondre aux crises du futur? Donc tout ce foncier qui ne doit être conservé pour le soin, le prendre soin, doit l'être pour, par exemple, avoir un parc
qu'on propose, par exemple dans certains, avoir un jardin public qui peut accueillir des Marseillais quand ils vont avoir 3 semaines de canicule à 42 degrés ou 45. Hein, comme on fait là, on va les accueillir dans les derniers jardins du quartier de la Timone, ils sont dans l'hôpital, ils sont plus autour. Donc ça, il faut que ça soit fait, c'est ouvert pour soigner. Et c'est ouvert pour aider. Et ça veut dire qu'aussi, ces jardins doivent être transformables pour les remplir de tentes, comme on a pu voir tout à l'heure, pour un endroit à Bruxelles. Parce que c'est des choses qui vont arriver. Et à un moment donné, quand on va nous dire, pourquoi vous n'avez pas prévu la place de ça? Donc on peut le faire dans les sous-sols, mais installer des lits de réanimation comme le font les Israéliens dans leur parking, et c'est plus rapide que de le faire en surface. C'est assez étrange, hein. C'est une suggestion d'un grand DG d'hôpital de dire moi je vais peut-être prééquiper mes parkings en partie pour que je puisse mettre des lits de réanimation en quelques jours dans mes parkings. C'est étrange comme idée. Moi, je lui proposais que les jardins soient réversibles et il me répond les parkings. mon problème d'urbaniste, c'est qu'il a peut-être raison, c'est peut-être plus rapide, plus efficace. Mais moi, je pense que la lumière naturelle, c'est bien aussi pour soigner. Donc peut-être ces jardins installés en quelques jours de réanimation doivent peut-être plutôt être faits au milieu des arbres que dans les 3e sous-sols d'un parking. Ouais, donc c'est ça la vraie question actuellement. Ce n'est pas d'ouvrir à tous les vents des hôpitaux qui de toute façon sont en train de s'équiper de reconnaissance faciale. Hein, c'est les premiers lieux qui vont s'en équiper totalement. Parce qu'ils ne peuvent plus à la fois rester totalement ouverts à des milliers et des milliers de personnes par jour et le faire en toute irresponsabilité sans pouvoir dire pourquoi vous avez laissé rentrer des gens dangereux avec des gens vulnérables. Donc c'est assez complexe hein, comme question, c'est pour ça que c'est bien de la balancer au grand public et de dire qu'est-ce qu'on fait avec ça. Il faut que le grand public s'en empare de ces questions, parce que c'est des questions très citoyennes. Oui, je ne sais pas si ça répond un peu à votre question. Donc les jardins qu'on propose, moi ils ont d'abord des jardins pour soigner, et on trouve des solutions pour qu'ils le fassent en situation normale, quand il fait bon, en situation de climatique extrême, de canicule par exemple, d'îlot de chaleur urbain, et quand il va y avoir des problèmes qu'on peut vous nommerez vous-même beaucoup plus graves. Oui, mais c'est vrai que cette hypothèse elle est difficile à suivre et peut-être à discuter, mais peut-être qu'on aurait eu besoin aussi comme on a entendu ce matin, l'importance des pratiques pour parler du soin, de l'hospitalité, du prendre soin. Et que c'est vrai que dans tous les exemples que vous détaillez, que vous documentez, on voit exclusivement des bâtiments en vue du ciel et qui apparaissent, vous avez dit, comme des monstres dans leur milieu urbain. C'est ça. Et ces monstres, ils sont appelés à se fortifier, à davantage encore s'exclure du milieu auquel ils appartiennent. C'est difficile de rendre ces hypothèses quand on ne comprend pas les pratiques qui habitent aujourd'hui ces lieux et ce que ces pratiques pourraient devenir. Pour moi, là, le vice du raisonnement, c'est que c'est pas parce qu'ils deviennent ultra-denses qu'ils vont s'exclure de leur milieu urbain. Pas plus qu'un hôpital psychiatrique il y a 150 ans. C'était déjà des monstres pour leur époque, et maintenant nos monstres à nous, c'est ça. S'il ne faut pas penser, vu d'avion, que c'est ultra-dense, donc c'est ultra mal, c'est ce qui pour le moment soigne le mieux. Donc on ne va pas redémolir tout ça les 20 dernières années, et ce qu'on va encore faire pendant 10 ans. On a 30 ans d'architecture hospitalière qui sont peut-être des centaines de milliards, moi je dirais une bonne centaine de milliards de reconstruction. On en fait quelque chose, mais positivement. Donc il faut les raccorder à leur ville comme des monstres, et non pas en les dissolvant. Il faut trouver l'interface qui va bien, et c'est ça l'objet justement de la concertation, du travail à venir. Cette interface n'est pas pensée pour le moment parce qu'elle est prise dans des dichotomies publiques-privées, dans des dichotomies c'est chez nous et pas en ville, des dichotomies politiques, etc. Et c'est ça qui est l'objet d'un véritable urbanisme pour tous les grosses plaques monofonctionnelles de nos agglomérations. Il faut les réincorporer, non pas pour les rendre plus perméables, à mon sens, mais pour les réincorporer comme des monstres, entre guillemets, dans une utilité qui va être une utilité très collective et très prégnante, assez facile à comprendre. Et pour moi, c'est valable aussi bien pour des grosses plateformes logistiques que pour des équipements de sport. Où est-ce qu'on a mis les malades du Covid à Madrid dans des grands gymnases? Où est-ce qu'on a mis les malades à New York dans Central Park? Donc à un moment donné, il faut quand même comprendre que c'est comme ça qu'on fait la ville aussi maintenant. Il faut la préparer pour ces événements
Parce que c'est maintenant qu'on la prépare, c'est pas quand ça va arriver, ce sera trop tard. Il faut mettre les arbres là où on aura besoin d'ombre, quand les catastrophes arrivent en plein été, etc. Je ne sais pas si je suis assez concret. Donc la vision d'avion du dessus n'est pas grave, c'est ultra dense, c'est ultra labyrinthique, et donc on ne peut pas en conclure qu'on y soigne mal, ça c'est clair. Je suis contre cette idée que on peut y faire des miracles et des choses merveilleuses aussi là-dedans, dans ces endroits-là. Et donc le problème étant de savoir si, ensemble si ils ont des qualités pour les risques qu'on veut bien identifier ensemble. C'est ça ma perspective. Ça accentue aussi la différence à tenir entre cure et care, mais je vais donner la parole à Fabienne Bougère. Oui, finalement, dans ce que vous avez présenté avec, disons, la perspective des crises à venir, enfin qui sont déjà là et à venir, c'est finalement d'un certain côté dans le prolongement aussi de la transformation de l'hôpital général en plateau technique. Enfin finalement ça prolonge cette version-là, ces lieux comme ça qui sont des monstres, mais il y a malgré tout pour moi un point de question. Le point de question, il est un peu territorial, c'est-à-dire que si on a des monstres de densité, on ne peut pas les avoir partout. Donc ça veut dire que dans telle ou telle métropole, on va avoir à tel ou tel endroit, voilà, ces monstres. Et que donc, forcément, ça va aussi créer des inégalités territoriales, ce que vous avez dit d'ailleurs. Et donc, je me dis, il y a la perspective des crises. Et la perspective des crises, oui, elle va assez dans le sens de ce que vous dites, c'est-à-dire des lieux où on puisse soigner beaucoup de monde. Mais en même temps, il y a aussi toujours la perspective du soin au quotidien. Quoi qu'il en soit des crises, par exemple, une femme qui va accoucher, c'est quand même mieux si elle a une maternité de proximité. Et donc, est-ce qu'on ne devrait pas imaginer finalement un système où, en tout cas, si on est conforme à l'idée du care et même des risques finalement, et est-ce qu'on ne devrait pas imaginer un système où cohabitent ces monstres, hein, même si moi j'ai assez de réticence à l'égard de cela, ces monstres, et puis aussi à ce moment-là des maisons de santé ou des hôpitaux de proximité, enfin quelque chose qui permette aussi de penser autrement le soin, mais en même temps. Je donnerai un exemple concret très intéressant, c'est de trouver la carte des endroits en France où il y a des urgences. Et donc moi je me suis posé la question en me disant, tiens, est-ce que ça serait pas bien que je retourne à la campagne et que j'achète une maison, comme ça je résisterai mieux aux crises à venir. Et puis tout d'un coup je me suis dit, quand même, je sais, parce que les médecins m'ont expliqué, les urgentistes, qu'au-delà de 15 minutes, mes chances de survie baissent beaucoup en cas d'arrêt cardiaque ou d'AVC. Donc ça serait bien que je trouve ma résidence future, rurale, à moins de 15 minutes d'une urgence. Donc je me suis dit, où est-ce que je trouve la carte des urgences françaises? Et donc ça, c'est assez intéressant parce que ça va dans le diffus, là, au contraire. Parce que là, j'ai parlé que des hôpitaux centraux, ce que je dis n'est valable que pour les hyperdensités, les endroits de recours ultra machin. Il y a évidemment toute la même réflexion à faire à l'inverse, à la symétrie opposée, qui est que dans le diffus, il faut continuer de soigner et que c'est là peut-être qu'il y aura la majorité de la population dans 50 ans. Donc le problème, il est donc que d'être à moins de 15 minutes pour maximiser ses chances de survie, c'est humain, d'une urgence, moi je trouve que c'est un bon plan de la pleine santé. Et là, ça résonnera la question, toujours de mon point de vue, qui est là où on soigne bien pour les urgences vitales, parce que c'est ça dont je parle, c'est pas tous les autres soins qui sont accompagnés par d'autres types d'infrastructures de santé, évidemment. Il faut diffuser dans le territoire extrêmement plus finement que maintenant les lieux du prendre soin, aidants soignants. Et puis, il faut aussi savoir qu'est-ce qu'on fait de cette inégalité territoriale dans les agglomérations. En fait, c'est ça qui... Mais ça va ensemble, je pense, ces deux questions-là. En fait, c'est ça que je vais essayer de comprendre avec vous. Comment ça pourrait aller ensemble, parce qu'autrement, c'est très gênant. Je ne suis pas pour un inégalitarisme du territoire face à des crises à venir. L'idée, c'est de dire la réflexion actuelle, celle dont j'ai hérité, moi, depuis 30 ans sur le territoire, c'est plutôt de dire le dense, c'est bien, la ville dense, c'est bien, parce qu'il y a le transport en commun, parce qu'il y a le vivre ensemble et tout ça. Et le problème, c'est que maintenant, face aux choses qui commencent à se présenter de manière assez fiable par les scientifiques et tout ça,
c'est là où il faut savoir est-ce qu'on ne devrait pas adapter notre doctrine à comment on rend inégales les agglomérations dans leur partie. C'est quand même une question très gênante. C'est plus une question des riches et des pauvres. Là, ce qui est inégal, c'est les endroits des gares, parce que c'est là qu'il y a les flux, c'est hyper stratégique. C'est l'endroit des nourritures, des ressources, des plateformes logistiques, et c'est l'endroit où on est, où on meurt. Ça, c'est quand même évident. Et pour moi, il n'y a pas, c'est un impensé de la politique urbaine. Dans des grandes villes comme Marseille ou Lyon, il y a 2 urbanistes qui s'occupent de ça, c'est tout, pour toute la région. C'est étonnant. Il n'y a pas d'urbanisme de santé véritable en France, hein, à ma connaissance. Je suis un peu provocant, hein, je suis un peu rapide. Mais on pourra poursuivre le débat après. Peut-être juste une remarque très rapide, c'est très rapide. Je voulais d'abord merci d'avoir présenté ce travail de recherche qui est un travail de très très longue haleine et qui est mené parallèlement avec le travail que tu mènes de leadership autour de ce groupe Anti-Récolte sur NSAICO. Parce qu'il y a une chose qui m'a frappée dans cette présentation, c'est de voir à quel point, et c'est tout à fait en écho avec des travaux qui se mènent actuellement aussi par rapport, pour faire face aux catastrophes finalement et aux menaces catastrophiques, c'était de mettre en évidence que se déclencher en fait en même temps qu'il y a catastrophe, en tout cas urgence vitale, comme tu le soulignes, et ça on le voit de partout dans le monde, c'est que ça va déclencher des logiques sécuritaires extrêmement importantes. Et il y a très peu de textes qui sont parus là-dessus, mais on sait que commencent à sortir certains textes qui mettent en évidence que ces logiques sécuritaires, elles se développent au même... En fait, il faut penser les catastrophes avec les logiques sécuritaires. Et donc, je trouve que ce que tu démontres avec l'hôpital, et puis le fait qu'il s'équipe pour avoir, par exemple, des reconnaissances faciales, et tout, on voit bien que c'est une logique sécuritaire. Mais je trouve aussi que, ce qui me paraît vraiment intéressant dans ta conférence, c'est de mettre en évidence que c'est à la fois, les hôpitaux sont des lieux de ressources techniques pour soigner et pour faire face à la vulnérabilité de tous des humains. Mais par contre, c'est aussi des lieux de ressources potentielles pour éventuellement accueillir des urbains, des proches, etc. Parce que je pense que, comme Fabienne Brugère vient de le rappeler, c'est vrai que tout ce qui va permettre d'allier ces logiques de concentration avec des logiques de proximité, c'est très important. Parce que ça veut dire aussi qu'il va falloir apprivoiser ces lieux. C'est des lieux qui peuvent être, peut-être que les jardins peuvent être ouverts à la ville, alors que d'autres plateaux, évidemment, ne le seront pas. C'est-à-dire que c'est toutes ces mixités qui sont importantes, très intéressantes à souligner. Mais en tout cas, je tenais un petit peu à faire écho, parce que là, j'étais vraiment pour travailler un petit peu sur ces questions de catastrophe, de voir à quel point on ne peut pas les dissocier du sécuritaire, et que très rarement, on l'amène, ce que tu amènes aussi, c'est que ces lieux-là, qui sont des lieux aussi sécuritaires, peuvent être aussi des lieux de ressources pour les citoyens ordinaires, qui sont de proximité précisément. Parce que ceux qui iront dans ces jardins-là, c'est parce qu'ils ne sont pas très loin. Ils pourront aller bénéficier de la fraîcheur du jardin s'il n'y a pas des tentes pour soigner. Merci. Merci. Oui. Et donc Didier Robois, qui est architecte et urbaniste et secrétaire général d'Europan, donc en programme européen de concours urbano-architecturaux pour jeunes professionnels. Et donc Didier, qui a longtemps travaillé à l'ENSA Clermont et aussi à l'ENSA Paris-la-Villette, et qui aujourd'hui est enseignant à l'école spéciale d'architecture de Paris. Et donc ton intervention, Didier, s'appelle « Prendre soin des littoraux ». 30 secondes que la technique marche. Et après j'appuie sur le bouton. Avec ça, juste ça. Voilà. Je vais prendre le micro pas trop loin. Vous m'entendez bien? Ça va? Ok, donc tu l'as dit, c'est pas la peine que je me représente. Je vais juste vous présenter ce travail un petit peu dans le cadre plus large de ce colloque sur prendre soin, sur un aspect qu'on développe en équipe autour de la notion de prendre soin des littoraux. En fait, ce travail s'inscrit dans la préparation d'un post-diplôme qui s'appellerait Architecture des milieux, habiter les littoraux, qui est en développement lent à l'école spéciale d'architecture, et en fait qui serait une formation hybride associant la formation continue et la préparation au doctorat, suivant des modules qui seraient soit
complémentaires, soit des modules qui seraient spécifiques à chaque formation. Donc le projet est assez avancé, on est dans le programme de l'école spéciale d'architecture qui a été habilitée, mais j'allais dire que certaines crises de gouvernance en retardent la mise en opérationnelle. Mais néanmoins, on a travaillé beaucoup là-dessus, et on voudrait encore travailler un peu plus, c'est qu'un démarrage. Et donc je vais essayer par cette petite intervention de vous sensibiliser à cette question des littoraux. Je sais que certains d'entre vous dans la salle travaillent déjà sur ces questions. Mais je crois qu'on a encore pris la mesure de l'importance des enjeux de la régénération de ces territoires qui sont quand même assez menacés par le changement climatique. Et c'est un travail, je voudrais dire, qui est mené avec, en participation avec Chris Funès et Stéphane Monzani, qui sont là tous les deux. Donc, en fait, c'est une évolution pédagogique de l'ancien post-diplôme qui s'appelait Architecture des milieux, et qui, cette évolution pédagogique, elle consisterait donc à analyser, à traiter d'un type spécifique de milieu habités, les littoraux, parce qu'ils sont représentatifs, d'une part, très fortement de l'ère de l'Anthropocène, dans la mesure où il y a une tentative par le développement des activités et en même temps des nuisances écologiques à l'échelle de la planète, une sorte de maîtrise de ces territoires, et qu'on est dans une période où se pose la question de leur régénération. Et on fait l'hypothèse que cette régénération pourrait passer par le prendre soin. Alors là, qu'on élargit encore, on a vu ce matin, à l'échelle de l'aide aux gens directement. Là, on a parlé des hôpitaux qui sont déjà tout un univers. Vous avez insisté sur le fait qu'il ne fallait pas les détacher de leur contexte urbain. Là, on est vraiment encore dans une autre échelle, qui est une échelle vraiment du territoire, des territoires, dans leur diversité. Et je pense que c'est particulièrement intéressant d'essayer d'expérimenter comme méthode de projet d'adaptation à des nouvelles conditions, justement les littoraux. Ce travail résonne aussi avec un travail qu'on mène aussi toujours avec Chris et d'autres qui sont pas loin de moi, sur les projets d'Europan, qui sont des projets processus, et dans un travail qu'on voudrait mener dans une recherche autour justement de cette notion de processus, de projet processus, dans le cadre d'un qu'on voudrait monter qui s'appellerait Europan Lab. Donc c'est intéressant, c'est que ça relie, c'est un peu la discussion qu'on avait hier soir, ce qu'on voudrait, c'est ambitieux, à la fois des pratiques qui existent, on les repère un petit peu en ce moment, celles qui sont les plus intéressantes, et on a aussi de la recherche, et il faudra en produire plus, et puis on voudrait qu'il y ait aussi une pédagogie. Alors il y a aussi déjà des embryons, hein, on ne prétend pas du tout découvrir le monde, mais on voudrait le développer spécifiquement, justement, en mettant en relation ces trois dimensions, les pratiques, la recherche et la pédagogie, et ça renvoyait tout à fait à la discussion qu'on a eue ce soir autour du philotope. Donc juste pour rappeler, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est que les littoraux, c'est des écotones, c'est-à-dire des zones tampons entre un écosystème terrestre, un écosystème marin, qui sont matérialisés par ce qu'on appelle aussi, un peu de terme technique, le trait de côte. Mais en fait, ce trait de côte, c'est une figure, il correspond en réalité à une bande côtière beaucoup plus large, et qui peut prendre des formes très multiples, très variées, et la France est un exemple d'une multiplicité du type de littoraux possibles. Je ne vais pas les énoncer, ce n'est pas l'objet, mais c'est simplement pour comprendre qu'à la fois il y a des problèmes qui se posent à presque tous les littoraux, et en même temps qu'il faut les traiter dans leur spécificité, leur diversité. Alors, qu'est-ce qui se passe? En gros, ces littoraux sont soumis au mouvement des mers et du climat. Ils l'ont toujours été. Il y a toujours eu des marées, il y a toujours eu des changements de niveau de l'eau, il y a toujours eu de l'érosion, il y a toujours eu des déplacements et des évolutions dans le temps de ces territoires. Donc, sous la pression de phénomènes naturels, au départ, les littoraux sont toujours en mouvement. Ce sont des sites, des situations et des entités très vivantes. Alors, il se trouve simplement que les activités humaines qui s'y rattachent, les littoraux, il faut le savoir, sont de plus en plus attractifs, de plus en plus de monde qui y travaillent, y vivent, etc. Que ce soit des activités productives qui sont liées à la mer, que ce soit des activités de résidence ou
alors que pendant longtemps, habiter au bord de l'eau, c'était quelque chose de dangereux. Aujourd'hui, c'est très recherché. Et puis, en même temps, il y a tout cet apport, enfin, toute cette approche touristique quelque peu démesurée qui ont fait, en fait, de ces territoires des lieux en danger. Il y a évidemment aussi le fait qu'ils sont soumis particulièrement au réchauffement climatique progressif. Et ça a profondément modifié les écosystèmes naturels, entraînant notamment, vous le savez tous, une élévation accrue du niveau des mers. Donc l'anthropisation par les activités, c'est une chose, et puis il y a ce phénomène qui était naturel, mais qui est devenu aggravé dans sa forme par le développement humain et l'exploitation de la planète, qui se répercute en premier lieu sur ces territoires, et qui en font finalement des lieux, des contextes géographiques où ce recul du trait de côte, comme on dit, vers les terres s'accélère et toujours plus rapidement. Donc ça pose des questions d'urgence, d'importance, Alors mais pourquoi, me direz-vous, la notion de prendre soin est-elle adaptée, appropriée par rapport à ces enjeux territoriaux, et il faut savoir simplement que depuis de nombreuses années, l'imaginaire pour gérer cette tension croissante entre la côte et la mer, c'était la résistance, c'est-à-dire basée sur l'idée que l'homme pouvait maîtriser totalement la nature. Il s'agissait de se défendre contre les risques naturels en figeant un grand nombre de côtes pour qu'elles soient largement colonisables par ces activités, et en les protégeant, en essayant de les protéger des risques de submersion marine. Et vous connaissez tous les murs, les digues, les enrochements, les portes, les brise-lames, les bétonisations multiples des côtes qui ont suivi beaucoup d'artificialisation défensive. Mais aujourd'hui, ces défenses sont largement insuffisantes, et souvent même, elles sont contre-productives, puisqu'elles reportent le risque plus loin. Et donc on s'aperçoit qu'il faut changer vraiment de vision. Donc cette vision statique de l'évolution des littoraux caractérisée par l'ère de l'Anthropocène est maintenant donc largement battue en brèche par des experts, mais progressivement aussi par les responsables politiques urbains, alors que les risques augmentent. Donc mais cette prise de conscience des acteurs, si elle est importante, elle s'opère souvent sous la pression d'événements, comme souvent climatiques, assez graves, les tornades, les inondations, les submersions d'air bâti, et des prévisions catastrophiques, mais quelque part assez réalistes, des experts du GIEC qui sont destinés à démontrer la nécessité d'une réduction indispensable de la production du CO2 sur la planète. Mais c'est une fois qu'on est conscient des effets à plus ou moins long terme de l'évolution des littoraux, comment améliorer, j'allais dire, pas à pas, la coexistence sur les littoraux de la vie sociale, la vie humaine et la vie de la nature, qui est très importante, qui est très dynamique. Donc, à notre avis, il faut, pour y parvenir, produire au-delà des scénarios de rupture d'autres cadres de pensée qui permettent de comprendre, et d'autres récits, j'allais dire, ce qui est important, c'est la notion de récit, de scénario, d'imaginaire, qui racontent et donnent à voir finalement une coexistence possible dans le futur de ces deux formes de vie sur les littoraux, ces multiples formes de vie sur les littoraux et leur compatibilité, qui aujourd'hui est en question. Donc c'est un peu cette hypothèse, hein, c'est une hypothèse qu'on fait, qu'on vous soumet, qu'il est possible d'y parvenir en intégrant une approche qui serait plus par le care, le prendre soin, car ce qui est intéressant avec le care, c'est qu'il prend en compte la notion de fragilité, de vulnérabilité, et non pas simplement de risque. J'allais dire moins celle de risque. Pour comprendre et concevoir l'évolution des axes côtiers dans leur diversité, et même si les résultats sur la Terre du changement climatique sont irréversibles, il faut aussi considérer qu'on sait les concevoir, les prévoir à court terme d'une manière un peu scientifique. Elle reste encore très souvent instable, incertaine, si on se projette sur des durées plus longues.
On sait très bien aujourd'hui que jusqu'aux années 2000, les océans montaient de 2 mm, ils sont passés à 3,7 mm aujourd'hui, mais on ne sait pas exactement prévoir à 50 ans ou à 100 ans. On parle de plus d'1 mètre, et il faut se rendre compte que ce que ça représente à l'échelle de la planète pour certains de ces territoires côtiers. Ça dépendra de multiples facteurs encore incertains, comme l'évolution des modes de vie et de production-consommation et leur influence sur le climat. Donc on voit qu'on est dans des échelles très différentes, qui sont à la fois planétaires et qui sont locales. Et c'est ça qui est assez intéressant dans ce travail sur les littoraux. Et aussi ce qui est intéressant dans l'approche par le prendre soin, c'est qu'elle prend en compte justement cette complexité des phénomènes et leur évolution permanente, et j'allais même dire leur incertitude. Alors je vais faire une petite citation, c'est Étienne Rau, qui est chercheur et directeur de recherche et d'innovation chez PC Upstream, qui a écrit un article qui s'appelle « Le Caire et repères pour envisager l'avenir du design urbain ». Il dit plutôt que de figer les réponses, cette approche par le Caire encourage à imaginer des solutions dynamiques, adaptatives, qui accompagnent l'évolution des choses et des personnes, des milieux et des espèces. Voilà, donc c'est un peu dans cette philosophie qu'on s'inscrit. Je voudrais essayer, dans cette conférence, par quelques références, d'illustrer un peu terme à terme, j'allais dire, l'approche de la politologue qu'on a largement citée, Tronto, donc qui définit le prendre soin comme une nouvelle éthique en charge de maintenir, continuer et réparer notre monde. Et j'ai pris ces 3 verbes, qui sont des verbes d'action, ces 3 concepts aussi, pour un peu à la lettre, et pour vous présenter 3 attitudes, 3 projets processus, 3 modes de conception et de fabrication, pour penser le projet littoral, non plus d'une manière prescriptive, mais sur la base de l'adaptation des littoraux aux phénomènes naturels, pour en faire, finalement, l'objectif, c'est d'en faire des milieux habités viables, sachant concilier la culture et le vivant. Donc je vais prendre le premier, il faut que j'appuie. Le premier concept, c'est maintenir, et maintenir en fait c'est conserver dans le même état, ou c'est faire durer. Alors ce qui est paradoxal mais intéressant, c'est que les exemples où cet enjeu de maintenir est développé, c'est-à-dire finalement d'essayer de conserver les qualités de certains littoraux, vont passer face au changement climatique accéléré par les nuisances humaines, va passer par une intervention artificielle pour essayer de conserver les qualités naturelles de ces territoires. Et je vais juste prendre rapidement un exemple qui est l'East Bay de San Francisco, où il y a une paysagiste qui s'appelle Christina Hill, paysagiste américaine, finalement explique un petit peu que la baie de San Francisco, c'est une baie, elle n'est pas exposée à des grosses tempêtes, mais elle est exposée à la montée de l'eau. Et donc elle peut s'inscrire dans ce qu'on appelle une adaptation incrémentielle, en agissant sur des fonds peu profonds qui suivant l'augmentation du niveau de l'eau, en créant une sorte de jeu d'équilibre, de retrait, d'ajout des sols. Il s'agit d'ajouter des sédiments appropriés le long de certaines parties du rivage pour maintenir et optimiser les zones humides qui existent. C'est un territoire très riche de zones humides et de vie et d'un vivant très dynamique. Et l'objectif, si l'eau monte rapidement, tous ces espaces vont être perdus, vont être ensevelis sous les eaux. Donc là, maintenir, c'est contrôler. C'est ça qui est paradoxal. Et ce qu'elle propose, en fait, c'est de travailler à partir de ce qu'elle appelle... enfin, son enjeu, c'est de conserver cet équilibre biologique, mais en même temps d'essayer de concilier ce que aussi notre recherche, monde naturel et activité humaine. Alors à la fois il faut maintenir et optimiser les zones humides, les herbiers marins, les vasières, la biodiversité, et aussi y intégrer de l'habitat, des infrastructures, etc., qui sont nécessaires à un accès, une appropriation par les humains de ces côtes. Et donc sur ce paradoxe, en fait, elle développe une idée, je ne sais pas où j'en suis, voilà, elle développe une idée très simple. Elle propose de créer ce qu'elle appelle des micropolders,
Donc c'est paradoxal, parce que les polders, c'est le symbole même de la conquête humaine sur la mer. Mais vous allez voir, c'est qu'elle travaille sur des petites échelles, et qu'elle y arrive justement par ce jeu d'équilibre de sédiments enlevés et rajoutés. Et c'est les zones que vous voyez en orange qui vont devenir des zones poldérisées sur lesquelles on va... ça sera quand même des zones humides, mais qu'on va contrôler et qui vont permettre de construire et d'avoir une activité humaine relativement conséquente, alors que les zones vertes vont rester plutôt des territoires humides, naturels, mais encore faut-il arriver à les maintenir hors de la montée des eaux, en tout cas sur une durée relativement longue. Et elle y parvient par tout un travail de sédiment, c'est-à-dire c'est un gros boulot, mais c'est un travail qui va aussi... qui est possible parce que c'est un jeu d'ôter et de rajouter. Et en même temps, on voit la partie jaune qui est en fait d'insérer un niveau de plage qui ont à la fois un effet d'arrêter les vagues et d'être appropriable par rapport à une activité de loisir. Donc j'ai montré juste cet exemple qui peut apparaître paradoxal parce qu'elle est assez artificielle, alors qu'on verra qu'il y a d'autres projets qui intègrent la montée des eaux comme une donnée et qui travaillent avec. Là, il y a une idée non pas de résistance justement, mais d'essayer de travailler sur une dynamique naturelle qui est quand même créée par certaines artificialités. Alors ce qui est intéressant, qui est posé aussi par elle, c'est la manière dont il pourrait y avoir une certaine appropriation, anthropoïsation de ces territoires, mais d'une manière un peu nouvelle. Et donc, non, je n'appuie sur mon ordi, c'est plus là. Et donc, elle montre les exemples finalement de construction aujourd'hui sur zone humide, partielle, qui essaye d'associer, concilier l'habitat, les fonctions avec forcément un sol qui est soit humide, soit qui pourrait même être un sol qui est complètement inondé. Donc c'est intéressant parce que ça pose une question à d'autres échelles, qui sont des échelles architecturales. Sur, par exemple, on connaît déjà les maisons sur pilotis pour les zones inondables. On a aussi tradition très grande vernaculaire de maisons flottantes et d'activités sur l'eau, d'archipels et flottantes. Et ça peut être intéressant de voir que ces évolutions, c'est une manière de prendre soin aussi, pourraient entraîner des types de construction qui seraient assez intéressantes, sans évidemment... dans une mesure, mais on sait que c'est une chose qui est déjà réalisée chez les Hollandais, puisque pour Ischbourg, qui sont des îles artificielles construites sur le fleuve, à Amsterdam, avec des maisons flottantes qui sont arrimées à elles-mêmes des quais flottants qui peuvent s'adapter à la montée des eaux. Donc on voit que ça entraîne toute une réflexion assez intéressante sur c'est concilier ce travail entre régénérer des territoires qui sont en risque d'être envahis par l'eau pour les adapter à une forme habitable, mais qui soit respectueuse en même temps des territoires naturels. Je donne juste un autre exemple de cette famille paradoxale de maintenir. C'est un exemple qui peut être discuté, ça s'appelle Sandmotor, c'est aux Pays-Bas. Vous savez que le grand problème, c'est que tous les 5 ans, sur toutes les côtes où il y a du sable, à cause de la montée des eaux, on remet du sable, on remet énormément de sable, et c'est une activité qui consomme énormément de sable, juste pour que le loisir, les plages restent en activité. Et les Hollandais ont imaginé un stockage de millions de mètres cubes de sable, et ils laissent agir la mer à partir de ça fait déjà une dizaine d'années que cette expérience a lieu, pour renourrir en sable les côtes. Et il y a un mouvement naturel qui s'opère, et c'est beaucoup plus intéressant en termes de consommation de sable. Ils vont le chercher à 10 km. Et en fait, ce sable, c'est des sédiments qui se déposent pour maintenir le système dunaire et le système des plages. Et on voit que progressivement, ce système fonctionne relativement. Donc par des systèmes un peu artificialisés, sur la base d'activités naturelles, on arrive, et je pense que on pourrait, en tout cas on fait l'hypothèse que ça fait partie aussi du prendre soin des côtes. Alors la deuxième famille, ça va, je suis dans les temps, c'est réparer.
j'ai pris le troisième terme, dans l'ordre, c'était le troisième, c'est remédier à un dégât, remettre en état de marche. Donc, ce qui est intéressant, c'est que tous ces concepts, on peut les prendre comme des concepts d'action. C'est pas simplement même maintenir, ça veut dire qu'on peut, tout en maintenant, créer quelque chose de nouveau. Donc là, j'ai pris l'exemple de la renaturalisation d'un littoral urbain qui va avoir lieu sur l'estuaire de la rivière Bessos à Barcelone par l'agence Landlab, c'est Myriam Garcia, qui est architecte paysagiste à Barcelone. Et il s'agit d'adapter un littoral urbain, juste à la sortie du fleuve, c'est-à-dire c'est juste en dessous de l'aire de Cerda, à la fin, aux effets du changement climatique par une renaturalisation du bord de mer et la création d'une promenade et d'un accès des habitants, puisque c'est vraiment très urbain, à... combien de temps il me reste 10 minutes? Bon. Donc, juste quelques images pour montrer aussi cette logique. Vous voyez à gauche le projet, l'état actuel de cette côte où il reste un peu de plage, mais qui est complètement, j'allais dire, anthropolisé, c'est-à-dire énormément d'activités. Vous savez qu'il y a eu les Jeux Olympiques de 92, il y a eu le Forum des Cultures de 2004 à Barcelone, et donc c'est un énorme travail pour essayer de redonner une dimension naturelle à cette côte, et donc à la fois qui joue un rôle important pour l'écosystème, et en même temps qui travaille sur le fait d'un accès des Barcelonais à la mer. Donc je ne vais pas beaucoup insister, j'ai quelques images qui montrent que c'est un travail sur une trentaine d'années, une vingtaine d'années, à travers la transformation du sol. C'est des choses assez profondes et qui sont liées à une logique de reprise naturelle sur des sols qui ont été largement artificialisés. Je ne rentre pas dans le détail, mais on a eu l'industrialisation, l'artificialisation du littoral, et elle repropose finalement de renaturaliser par la récupération des eaux de pluie, la création d'une bande dunaire végétalisée, une plage naturelle, etc. Donc là, à gauche, vous avez aujourd'hui, et à droite, vous avez deux états, 2030 et 2050, où vous voyez les transformations importantes, l'accès à la mer qui change complètement. Ça, c'est la partie où il y a une centrale électrique qui est aujourd'hui complètement artificialisée, en rocher. Et ce projet, normalement, doit se faire 2030. Et vous voyez, il faut du temps, 2050. Donc voilà. Donc, quand je dis prendre soin, ça veut dire évidemment que ça prendre soin aussi des habitants qui vont pouvoir y réaccéder d'une manière qualitative et qui vont aussi devoir avoir un rapport à la nature peut-être plus respectueuse, tout en ayant leurs activités de bain et de loisirs. Dernière attitude, c'est continuer. Et continuer, c'est finalement, c'est paradoxal, c'est aussi, si on prend une définition, c'est donner une nouvelle existence améliorée. Donc, c'est pas simplement perpétuer quelque chose. Et là, j'ai mis un projet qui est très important pour nous, qui est un projet d'Europan, qui va se faire, qui est en fait de prendre en compte finalement ce retrait du trait de côte, pas simplement de trouver des renaturalisations qui l'empêchent, mais d'accepter finalement la montée de l'eau comme un phénomène inéluctable. Et c'est sur les berges de la Charente à Rochefort, parce qu'il n'y a pas que la mer, il y a aussi tous les estuaires et les rivières qui sont touchés par cette montée de l'eau. C'est un projet d'altitude 35 et une jeune équipe de paysagistes très intéressants, qui ont aussi toute une méthodologie. Je vais essayer d'expliquer en 2 minutes. D'abord, il faut un travail cartographique, c'est-à-dire un énorme travail d'analyse de l'existant pour comprendre, et d'analyse d'un existant qui bouge, c'est-à-dire c'est une réalité en mouvement. Donc ils arrivent à cartographier l'évolution des eaux, c'est ce qu'on voit en haut en bleu, et puis à droite c'est la topographie. Et les parties en rouge, c'est les parties qui, malgré la montée des eaux, sont basées sur 1 mètre, restera émergée. Et ils superposent en bas pour montrer un petit peu le nouveau territoire qui se profile, avec d'un côté une sorte d'étendue d'eau qui va s'agrandir, et en même temps les zones en hauteur sur lesquelles il est possible puisque la grande question qu'avait la ville de Rochefort avec le concours, c'était qu'est-ce qu'on peut faire on a besoin de se développer et on est complètement prisonnier à la fois de règles de patrimoine historique et en même temps de cette montée des eaux qui nous interdit beaucoup d'utilisation de territoire. Donc il y a un travail très minutieux qui en fait aboutit finalement à une représentation, je ne sais pas si on l'a à droite,
En haut, on voit finalement tout le travail qui était au contraire d'expansion de la ville et de protection contre l'eau au XXe siècle. Et le fait que leur réponse au concours qui a été validée, qui était au contraire d'accepter la remise en eau, de la laisser se développer, en préservant évidemment les zones habitées, et pas toutes. C'est-à-dire qu'il faut prendre aussi en compte le fait que certaines zones peuvent être habitées et inondées, et donc il faut replacer les gens, il faut les transporter. C'est un énorme travail du point de vue non seulement spatial, mais juridique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un des enjeux, et la ville de Rochefort se le pose. Et finalement, ce qui est intéressant dans ce travail, c'est que je n'ai pas le temps de le développer, mais qui décline, ils ont aussi toute une nouvelle manière de faire le projet, qui est en fait pas une manière habituelle. Ils donnent à voir, mais comme vous l'avez vu, ils commencent par une cartographie. Et eux, ils disent la géographie, ça sert à faire la ville. Donc, ce sont presque des savants, c'est-à-dire qu'ils ont une énorme culture. Je ne sais plus si j'ai donné leur nom, Altitude 35. Et ils travaillent vraiment sur une analyse très approfondie, mais cette analyse n'est pas une analyse passive, puisqu'elle débouche sur des logiques d'évolution, et tout en respectant énormément les phénomènes naturels, même si la montée des eaux est provoquée par les humains et les activités humaines. Ils la prennent de façon, on sait qu'elle est inexorable, même si on réduit le CO2 aujourd'hui. Donc cette ville de Rochefort doit vivre avec cette montée des eaux, et en même temps, par tout un travail, j'allais dire, urbain et géographique et paysager, il redynamise et il donne des cartes à la ville pour pouvoir continuer ses activités. Alors ce qui est intéressant, donc, c'est que vous avez vu les cartes, ensuite vous avez par exemple à gauche, la ville elle-même s'est resserrée sur la ville, vous voyez les échelles, les cartes étaient des grandes échelles de tous les estuaires. Ensuite on passe à l'échelle de la ville, sur lequel sont signalées toutes les... Et leur travail, ils sont paysagistes, mais urbanistes aussi, et ils font du travail de reliance, comme beaucoup. Relier par exemple les grands chemins qui vont être dans ce territoire renaturalisé avec les axes de la ville, pour qu'il y ait des continuités. Travailler sur toute une logique de parc tout autour, sur les fortifications. Travailler sur renforcer le port, qui est une activité économique importante. Travailler dans la partie qui va être immergée dans l'eau, ou en tout cas en terre très humide pendant une période, des zones qui sont surélevées, qui ne sont pas artificiellement, mais qui existent déjà pour développer l'agriculture. Enfin, il y a toute une réflexion qui est très intéressante, parce que c'est une réflexion adaptative, et que moi je considère vraiment comme faisant partie de cette attitude qu'on pourrait qualifier de prendre soin. Et ils ont une méthode, on l'a expérimentée parce qu'ils ont gagné un autre projet qui était autre chose, qui était un campus universitaire. Et leur méthode, qui est à peu près la même que celle que je présente ici pour Rochefort, est actuellement appliquée. C'est-à-dire que leur cartographie et leur travail de grandes lignes de force d'un projet permet un débat, c'est là où c'est interactif avec les acteurs. Et tous les acteurs, par exemple sur le campus, il y avait plein d'acteurs qui se sont mis d'accord, qui ne s'étaient jamais rencontrés, qui se sont mis d'accord sur une logique. Ils ont élargi le territoire parce que ils regardent le territoire à très grande échelle, se sont mis d'accord sur une logique d'évolution de ce campus, et des gens qui vivaient chacun dans leur territoire. Et ensuite, il y a ce travail qu'ils font de projets, mais qui sont les lignes de force, qui ne sont pas des projets complètement ficelés et définitifs, qui proposent comme une sorte de plan guide. Pour leur campus, ils ont fait un plan guide qui a été validé. Et ensuite, eux, comme paysagistes, font tout le travail sur les espaces publics et les reliances paysagères. Et ils contrôlent, j'aime pas le mot, mais en tout cas, ils suivent de très près tout le travail d'intervention sur les différentes multiples interventions qui, à des grandes échelles, peuvent se passer. Donc voilà, je termine là-dessus pour montrer que, bien sûr, j'ai été beaucoup du côté du projet, mais ce que je veux montrer à la fin, c'est que c'est un projet collaboratif, et c'est pas du tout un projet... alors, on a parlé ce matin de qui est dans la concertation, qui est dans le CARE. Est-ce que le rôle d'architecte est toujours important? Je pense que oui. Et je pense que ce profil alors ils sont paysagistes, mais peu importe, ils travaillent sur une capacité de transformation du territoire, d'évolution. Mais ils sont tout à fait conscients qu'au-delà de leur capacité, par des outils d'analyse assez approfondis, de donner une vision du futur,
il y a après un travail très adaptatif, très collaboratif pour, sur des lignes de force validées par le politique, développer une multiplicité de projets qui peuvent être allant tous dans le même sens en principe. Alors évidemment, ça suppose des acteurs extrêmement éclairés, ça suppose, et c'est un enjeu, de travailler dans ce sens et de développer. Donc pour moi, cette approche-là, c'est aussi une approche de projet par le CARE et qui renforce les rapports de l'homme avec son milieu naturel. Il y a un travail pédagogique aussi, c'est travailler sur différentes échelles. On l'a vu ce matin que le CARE, c'était travailler à différentes échelles, dans l'espace et dans le temps. Et c'est aussi ajuster le projet au fil du temps par l'observation et l'expérimentation. Voilà. Merci. Un grand merci Didier. Est-ce qu'il y a des questions pour Didier Rebois et sur le prendre soin des territoires littoraux? Oui. J'avais une question, chers collègues. Quel est le modèle économique de la chose? Est-ce que c'est de l'argent public qui coule à flot? On prélève des nouvelles taxes? On échange du foncier d'un côté et de l'autre? Oui, c'est une bonne question. Chaque projet est différent. Mais par exemple, le premier projet que j'ai proposé d'un paysagiste américaine, elle dit il faut garder des terrains en polder qui sont constructibles pour produire une économie qui va financer tout le reste. Donc on voit aussi comment le public-privé doit se jouer. Et je pense que c'est un challenge, évidemment, sur Rochefort. Pour le moment, le montage n'est pas du tout préparé. Simplement, la première chose, c'était de répondre à la question de la ville, comment on fait. Comment on fait avec la montée de l'eau inexorable et en même temps le fait qu'on veut être une ville en expansion. Rochefort est une ville qui fonctionne assez bien, où l'industrie fonctionne assez bien, etc. Donc ils ont besoin de territoires de développement, je n'ai pas le mot développement, mais en tout cas de continuer leurs activités, de les renforcer. Et donc c'est un peu aussi tout un travail que leur a proposé par exemple ce projet. Et c'est sans doute par cette logique d'avoir un renforcement de l'activité économique, un renforcement des services, un renforcement, mais d'une nouvelle manière par rapport au territoire, qui peut permettre le coût que peut avoir la prise en compte de la transformation, j'allais dire, d'accompagner la transformation naturelle. Parce qu'il faut comprendre que c'est un phénomène qui se produit. Et donc il ne s'agit pas d'empêcher ou de... Mais ce qui est intéressant, c'est que sans doute le projet le plus coûteux, qui est celui de la baie de San Francisco, c'est celui qui est le plus pensé. Je n'ai pas développé beaucoup, mais elle a développé tout un argumentaire à l'américaine, très, très financier, pour rendre crédible son projet. La question était plutôt sur l'exemple français, parce que le modèle néolibéral américain, on comprend bien, hein, on renature en faisant un bénéfice immobilier à côté. Donc ça, c'est plutôt impossible à imaginer. Et chaque fois, ils ont intégré une activité économique possible. Pour le modèle de Rochefort, est-ce que c'est pas plutôt une sorte de ménagement du territoire, comme dit Paco, de la décroissance? C'est-à-dire, il faut arrêter de penser ça. Pour eux, c'est pas une décroissance. Comme une nouvelle infrastructure publique. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas les choses qu'en négatif. C'est-à-dire redonner des sites à la nature ne veut pas dire qu'on ne renforce pas d'autres sites tout en ménageant. C'est ça je suis tout à fait d'accord avec le concept. Enfin, il nous en parlera tout à l'heure, Thierry, qu'on arrête de parler d'aménagement pour parler de ménagement. Mais le ménagement, c'est pas... enfin, ça, c'est un débat. C'est pas forcément la croissance zéro. C'est-à-dire qu'une ville n'a pas envie forcément d'être dans une croissance zéro. Et Rochefort... Son port, par exemple, a encore beaucoup d'activités possibles et un renforcement, etc. Donc, je pense que le projet, vu à cette échelle, leur permet à la fois d'avoir une vision. Ça ne veut pas dire qu'ils vont faire tout d'un coup. Il faut qu'ils accompagnent un changement inévitable qu'est la montée des eaux. Et d'abord de l'accepter, de ne plus être dans la résistance, qui est encore l'attitude la plus fréquente. Et ensuite, de travailler sur des morceaux de territoire qui vont être... et qui sont reliés, justement, qu'il y a tout un travail sur la grande étendue. Et c'est une sorte de façon de travailler différente. Mais on a fait des villes sur des archipels. Hein, il faut regarder Stockholm, ça fonctionne. Et donc,
la question du retour de l'eau à une échelle très importante n'est pas forcément antagoniste avec le fait que la ville puisse, on va dire, se développer, pour pas utiliser des mots trop aménagement. Mais c'est vrai que ce type de territoire, de projet sur les territoires littoraux, ça questionne les moyens financiers, économiques, mais aussi beaucoup les cadres de gouvernance, les moyens, les dispositifs légaux. On a parlé par rapport au Rochefort des problèmes juridiques. Oui. Et ça, pour avoir travaillé sur d'autres territoires aussi, on se rend bien compte à quel point les municipalités sont en manque d'imagination, souvent, pour pouvoir accompagner ces projets. Mais la ville de Rochefort est venue avec l'idée en disant on croule sous les règles. On a les règles du patrimoine historique qui nous empêchent de travailler sur le patrimoine, enfin de le faire évoluer. Et on a les règles des inondations, des crues, ça qui nous empêchent de travailler sur des lieux où on pourrait développer un peu la ville dans ces dynamiques. Et donc ce projet, il essaie de concilier les deux, en prenant une position radicale en disant il ne faut pas vous opposer à monter des eaux, il faut travailler avec. C'est ça qui est important, de discuter ce matin aussi, comment ce paradigme du prendre soin fait importer la pluridisciplinarité, mais aussi la dimension très transpratique du projet, et que cet engagement des architectes, des urbanistes, des paysagistes pour d'autres manières de faire projet ne pourra pas se faire seul si elle n'étend pas cette importance, ce souci. C'est vrai qu'il y a beaucoup de travail pour les gens juridiques, énorme, en termes de propriété, c'est énorme. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Didier Robois? Oui, il y en a une. Alors, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir aussi vos réactions. Est-ce qu'on est encore dans le CARE, à ce niveau d'intervention Moi, je crois, mais... Oui, rebonjour, Audrey Courbebesse, enseignante à l'Université catholique de Louvain. Donc, j'ai bien compris qu'il s'agissait là d'une pratique, d'une pensée collaborative, d'un projet collaboratif. Mais j'aurais aimé en savoir plus sur dans quelle mesure les habitants, les acteurs sont impliqués dans cet imaginaire, enfin cette construction des imaginaires. Dans quelle mesure des ressources existantes aussi en termes de pratique sont prises en compte en fait dans cette construction des différents possibles. Alors personnellement, avec cette équipe, on a une expérience, j'ai raconté, ils sont en train de transformer sur des centaines d'hectares le campus de Besançon. Et ça se fait de manière très collaborative. Il y a eu une grande, par exemple, avec tous les étudiants, il y a eu un travail énorme fait pendant plusieurs mois pour essayer d'intégrer complètement leur regard, leur vision, leur pratique. Il y a énormément de possibilités à différents niveaux. Ce n'est pas la participation au sens traditionnel, c'est des formes un peu nouvelles de mise en relation. Évidemment, ça implique les élus, les acteurs, et le campus peut se faire, et il va se faire très proche des idées d'Altitude 35, parce que justement, leur projet a fédéré complètement. C'est-à-dire que personne n'avait eu le regard de mettre ensemble, de faire coexister des éléments, des entités, le grand paysage avec l'université avec le pôle technologique avec, enfin bref, avec d'autres projets de la ville, etc. Et donc, cette mise en relation, et c'est vrai que là, le paysage joue un rôle très important dans le campus. Et moi, je pense qu'effectivement, prendre soin, c'est aussi relier, faire des reliances. Mais pas relier juste... c'est pour ça que le concept de reliance est plus intéressant, celui d'Edgar Morin, parce qu'il implique le social, il implique une dimension, il implique... On relie, c'est aussi un mode... Je crois que le mot vient d'une étymologie religieuse, c'est-à-dire qu'il faut partager un point de vue commun pour relier, c'est pas simplement connecter physiquement. Donc je crois que je ne peux pas raconter autre chose que c'est incrémental, ça se fait progressivement, c'est étape par étape, mais ça s'inscrit dans une grande vision. Et la grande vision, elle peut bouger. Peut-être que là où ils ont dessiné la limite de l'eau, elle va peut-être, par des phénomènes naturels, arriver différemment. Donc, et eux disent, il faut que notre logique de projet soit en permanence adaptative. Donc, être capable en permanence c'est pas un master plan, c'est un outil de travail pour permettre le plus de discussions, d'échanges, tout en étant dans une grande direction qu'ils assument complètement et qu'ils essaient de faire partager aux acteurs.
Mais avec les étudiants, par exemple, sur le campus, ça se passe très très bien, quoi. Alors après, il y a différentes échelles, hein. On arrive à la fin, ils vont construire des nouveaux bâtiments universitaires, etc., qui vont un peu échapper à nos deux paysagistes, mais qui, il n'y a jamais, tout n'est pas parfait. Ils m'ont dit qu'il y avait des emplacements qui n'étaient pas tout à fait respectés, qu'il y avait des choses qu'il fallait discuter sans arrêt. Mais ils n'essaient pas d'imposer un point de vue complet. Ils ont besoin d'être soutenus par le politique ou disons les urbanistes urbains de la ville pour avancer, ou de l'agglo, ou de différents niveaux. Ça dépend des échelles. Mais voilà, donc pour eux, ce qui leur fait toujours peur, c'est les services techniques qui ont des habitudes et qui ne veulent pas faire évoluer les choses. Mais par rapport en tout cas pour le campus, c'est intéressant parce que c'est une population jeune, dynamique, et qui pour le moment n'habitait presque pas là. Donc il va y avoir des logements, il va y avoir, parce qu'ils étaient très loin, ils étaient coupés, donc voilà. Maintenant, c'est un projet qui a 5 ans, et donc qui n'est pas encore au stade construit, il est en cours, mais c'est déjà c'est complètement en route. Donc voilà, et leur grande capacité, c'était de regarder le territoire, le paysage beaucoup plus largement que le terrain même qu'on avait donné au concours, qui était déjà assez large, pour aller chercher des mises en relation intéressantes, pour faire coexister des choses, des dynamiques qui sont naturelles et des dynamiques qui sont sociales et qui pouvaient faciliter la vie des étudiants. Donc sur Rochefort, c'est pas encore démarré, donc je peux pas encore vous en parler. Peut-être que le projet, il y a toujours un aléa, hein, il y a un risque. Mais je trouve la méthode intéressante, en tout cas elle mérite d'être expérimentée pour voir un petit peu, et il y a peut-être d'autres méthodes. Mais c'est vrai que la grande difficulté, c'est de concilier une vision de grande échelle, d'arriver, mais ils sont vraiment scientifiques en même temps qu'ils sont paysagistes, c'est-à-dire qu'ils étudient à fond les choses, les phénomènes naturels, etc. Et ensuite, ils s'aventurent dans le projet, c'est-à-dire, ils le disent, hein, c'est la géographie qui fabrique leur projet, mais évidemment, ils ont une culture aussi de paysagistes. Il y en a une qui est urbaniste, paysagiste, l'autre est architecte, paysagiste, et donc ils se complètent assez. Voilà, donc c'est pas garanti, c'est des expérimentations, c'est des choses qui se font, et ça dépend beaucoup de la qualité des acteurs, parce que les acteurs bougent sur des grandes opérations comme ça. Donc c'est sûr que les littoraux, il y a un enjeu très très important, non pas simplement de projet ou de conscience, mais aussi de méthode. Et je suis tout à fait d'accord que ça, il faut le faire avec les gens, mais il y a beaucoup de résistance, hein, sur les littoraux, parce que les gens ont peur de ne plus pouvoir... quand on dit aux gens, votre maison, il faut la quitter. Oui. Je vois une grande main qui se lève en haut. Peut-être une dernière question, puisque après, je pense qu'on est déjà très en retard. C'est une question aussi bien à Philippe qu'à Didier, c'est justement sur ce qui bloque. Parce que, en vous écoutant, bon, bah, évidemment, j'ai pensé, pour Philippe, à Claire Marcus, par exemple, bon, ou à Downing, enfin tous ceux qui ont pensé depuis longtemps introduire la nature dans les lieux de soins. Donc on est au milieu du 19e siècle, hein, pour Downing. Bon, pourquoi ça bloque, pourquoi ça met autant de temps? En écoutant Didier, je relisais les trois livres majeurs de Rachel Carson sur l'océan, sur le littoral et puis sur la mer qui nous entoure. Et donc je me demandais, alors à l'époque, on a cette dénonciation de tout ce qui ne va pas, ce qu'on est en train de dire, mais à la différence d'aujourd'hui, si je vous écoute bien, c'est qu'aujourd'hui on sait ce qu'il faut faire. Enfin, plus ou moins. On cherche. Bon. Et la question donc est pour chacun de vous, c'est qu'est-ce qui bloque et est-ce que vraiment on est dans une position actuelle, à l'échelle mondiale, de déblocage? Personnellement, pour d'autres domaines, je ne le vois pas du tout. Au contraire, je vois que la situation s'aggrave considérablement partout. En particulier, moi, ce que j'ai appelé dans mes bouquins les désastres urbains, que tu appelles les monstres. Enfin bon, et donc effectivement, là, on est vraiment mal barré. Je lisais un entretien là, dans la presse américaine sur l'ensemble des directeurs ou des grands aéroports. Et ils s'imaginent que tout va reprendre d'ici 2024-25. Et donc, on va partout agrandir tous les aéroports, et donc les 17 000 qu'il y a au monde. Bon, donc, je ne te parle pas des aéroports, je te parle des zones naturelles qui vont être inondées. Non, mais c'est quand même un peu important de montrer, ou les centres commerciaux qui... Comme un fait qui n'est pas forcément bon, non, c'est simplement pour dire que
Voilà, aujourd'hui on sait peut-être ce qu'il faut faire, mais qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui empêche justement de réaliser justement ce prendre soin des territoires. La question de Fabienne était très juste tout à l'heure, c'est celle des unités territoriales. Ça me faisait penser évidemment à un de mes auteurs préférés qui est Ivan Illich, qui dans la némésis médicale demande à ce qu'on supprime les hôpitaux. Donc effectivement, que la naissance et la mort ne soient plus confisquées par l'hôpital, mais que nous réapprenions aujourd'hui, enfin bref, j'en parlerai tout à l'heure. Oui, mais tu as raison, et réapprendre, je suis d'accord avec toi, mais par exemple, tu prends les littoraux, il faut réapprendre à vivre avec les littoraux qui ont toujours été des lieux, ce que j'ai dit au début, en mouvement, où l'eau montait, descendait, où il y avait toujours des changements de topographie, etc., et où il y avait une logique adaptative de l'humain par rapport à la nature. Là, on a eu une longue période où c'était figé. Et je pense qu'il y a une certaine conscience maintenant qu'il faut évoluer. Je ne te dis pas que c'est miraculeux, hein, je ne vais pas te dire. Mais moi, je ne suis pas aussi pessimiste que toi, mais tu as beaucoup plus lu que moi, alors peut-être tu as raison. Encore une dernière. On est encore dans les temps, là on a explosé, bon, voilà. Ouais. Pour répondre à la question aussi, c'était une question double, peut-être juste, ah oui, un mot quand même sur qu'est-ce qui bloque pour non pas pour les littoraux, mais pour l'introduction de la thérapie par le jardin, la nature, dans des lieux de soins centraux, par exemple. Ah oui. On pourrait faire la réponse d'il y a 20 ans, à l'Halle de Villers, c'est les logiques sectorielles. Bon, certes, donc c'est possible, mais il y a aussi une autre, moi j'ai mis une autre hypothèse, c'est complémentaire, en fait, c'est multifactoriel, hein, mais il y a peut-être l'hypothèse de la bout de souffle. À un moment donné, moi j'observe des gens qui sont à bout de souffle. Ils sont hyper débordés, ils font du mieux qu'ils peuvent, mais ils sont débordés, ce qui fait qu'ils confient au privé l'entretien du vivant de leur site, les espaces verts, comme ils disent, et à partir de là, c'est une lente dégradation vers l'enfer, où il reste 3 arbres sur 15 hectares, et parce qu'il y a une sorte d'abandon du prendre soin du vivant par délégation bureaucratique. Donc il y a une sorte, si on regarde de très près, ça se passe comme ça, et c'est donc une responsabilité collective très diffuse, parce que dès qu'on amène un projet qui inverse le système, ou qui change de paradigme, ils sont complices, mais là on bute sur une limite de ressources. C'est-à-dire qu'actuellement, la société actuelle n'est pas prête à mettre suffisamment, pour moi, de sa part de production de richesse sur la question de la santé. Et que, apparemment, pour le moment, l'arbitrage, c'est qu'on préfère acheter des machines et des mètres carrés pour faire des chambres blanches que de faire des jardins dans les hôpitaux. Et alors qu'on a démontré que ça soignait aussi bien pour certaines maladies. Et donc, moi, par exemple, je trouve que l'idée de dire, à un moment donné, quand on comprend qu'en Italie, on a supprimé les hôpitaux psychiatriques, on les a fermés en 68, 70, fermés, alors qu'en France, ils sont toujours ouverts. Hein. Comment est-ce qu'un pays aussi grand que l'Italie a pu fermer ses hôpitaux et nous, on les a gardés ouverts? C'est étrange, quand on fait le parallèle. Donc, on pourrait imaginer, sur certains grands pans de la santé, des grands pas en avant, comme cette idée de fermer nos hôpitaux psychiatriques au profit d'une psychiatrie diffuse, inscrite dans... La question du soin, elle est plutôt, maintenant, il faut la regarder avec tout le savoir-faire qu'on commence à... Vous avez remarqué qu'on était devenus des spécialistes en épidémiologie, tous. Pourquoi on ne deviendrait pas des spécialistes de plein de manières de soigner? Parce que c'est un sujet complexe, on ne peut pas soigner de la même manière la question de la naissance, autrement dit, ou la question des soins palliatifs, de la manière de mourir de telle ou telle maladie. À chaque fois, ça réclame des dispositifs humains et matériels et des ressources distinctes, pour moi, qui demandent des spécialisations très différentes. Et actuellement, si on veut tout englober, on ne comprend rien. Si par contre, on essaye de s'emparer de ces questions du soin, que dire c'est pas le plein emploi le problème citoyen, c'est la pleine santé,
ça change tout parce qu'on met nos efforts qui sont mesurés sur ces questions qui sont principales. L'aménagement des littoraux, moi, ce qui me paraît intéressant, c'est de savoir si c'est un déménagement de la décroissance. On ne va pas continuer de construire comme à San Francisco des quartiers neufs, c'est plus d'actualité. Il n'y a pas de quartier en béton à construire. En France, c'est fini. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On déconstruit, on déplace les gens qui sont mal dans leur pavillon, qui sont malsains, vers des maisons beaucoup plus saines. Et là, on le fait au bon moment. Oui, pardon, j'arrête. Juste, oui, sur l'exemple de Rochefort, parce que je connais bien, ayant pendant 30 ans voilà, passé mes vacances à côté à Fouras. La question de la gouvernance, elle est très intéressante parce que vraiment ce projet sur Rochefort a l'air formidable et effectivement on voit bien comment avec toute la mouvance de l'estuaire de la Charente et comment effectivement c'est vraiment intelligent. Le problème c'est que dans des villes à côté, et donc par exemple Fouras qui est vraiment au bord de la mer et qui c'est quand même une région donc effectivement, qui a eu quand même plusieurs tempêtes successives, extrêmement dévastatrices. À Fouras, ce qui a été choisi par la municipalité, ce sont des digues. Et donc, voilà, c'est résister. Et donc, effectivement, la question qui renvoie aussi à ce que disait Thierry, c'est la question de savoir comment on fait pour que des expériences intéressantes elles puissent s'élargir, parce que Fouras et Rochefort, c'est juste à côté. Et on a donc là, dans la même communauté d'agglomération, deux choix complètement différents. Et ça, c'est... Malheureusement, il y a une dimension politique qu'on ne peut pas... Exactement. Bon, et après, c'est de diffuser, communiquer, non pas vendre un modèle idéal, mais une attitude, une démarche, une réflexion qui est préliminaire du projet. Merci à tous les deux. On a explosé le timing. Je ne sais pas combien de temps on a pour la pause. On a un break de... Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait une petite pause quand même de 35 secondes donc, pour pouvoir reprendre. Non, on prend un bon quart d'heure au moins?